Il y a peu, l'OTAN fêtait les 70 ans de sa création. Pour l'occasion, se sont réunis à Buckingham Palace tous les pays de l'Alliance affichant fièrement leur unité. Toutefois, tout n'est pas si rose et l'Alliance est traversée par de nombreuses crises. Certains de ses membres semblent ne plus vouloir jouer le jeu de l'atlantisme. En effet, et depuis un certain temps déjà, la Turquie apparaît comme le mauvais élève, ce qui ne manque pas de soulever de nombreuses questions. Alors que la guerre Russie-Ukraine impose tacitement au monde de se ranger d'un côté ou de l'autre, la Turquie, le traditionnel allié de l'Occident depuis la fin de l'Empire ottoman, semble jouer un double jeu, tout du moins semble profiter de la situation pour en tirer avantage. En effet, et toujours dans le cadre du conflit russo-ukrainien, certains pays ont fait part de leur volonté de rejoindre l'OTAN. Ainsi, la Suède et la Finlande, toutes deux aux portes de la Russie, souhaitent désormais rejoindre l'Alliance soucieuse d'obtenir une protection plus significative face aux appétits russes. Alors que de prime abord tout aurait pu se faire rapidement, la Turquie pose son veto et use de chantage afin d'obtenir des contreparties. Après plusieurs semaines de blocage et des heures d'intenses négociations au sommet de l'Alliance qui se tenait le 28 juin à Madrid, la Turquie obtient ce qu'elle désirait ardemment, la pleine coopération des deux pays dans la lutte contre le terrorisme du PKK. Sans rentrer dans les détails des conflits internes que connaît la Turquie, le pays, derrière cette question politique, joue en réalité un enjeu plus diplomatique, imposer au sein de l'OTAN un rythme qui lui convient davantage. En parallèle de ces heurts au sein de l'Alliance, la question des nouvelles alliances que se forge la Turquie pose question. En relation directe avec l'OTAN, le choix d'Ankara d'acheter de l'armement, ici des missiles antiaériens S-400 à la Russie, est plus que problématique. La tension s'accentue encore davantage quand le pays fait savoir ne pas regretter et se dit prêt à en acheter de nouveau. De façon moins directe, son rapprochement avec des pays au caractère démocratique très contestable comme la République islamique d'Iran, la République populaire de Chine ou encore, comme nous l'avons dit, la Russie, pose également un certain nombre de questions. La Turquie, qui nourrit depuis la tentative de putsch de 2016 une relation fâchée avec la démocratie et les libertés individuelles, semble se désolidariser des alliances européennes et occidentales au profit de nouvelles alliances qui entendent redessiner la géopolitique mondiale de gré ou de force. Ces exemples ne sont pas les premiers qui illustrent les tensions au sein de l'Alliance qui opposent la Turquie à l'organisation en elle-même. Les exemples semblent même légion. Pourtant, il faut se garder d'un jugement trop hâtif, car d'une part, il serait potentiellement faux de dire que la Turquie est en froid avec l'Alliance dans son ensemble, et d'autre part, la politique que mène la Turquie au sein de l'Alliance ou sa politique étrangère ne sont pas sans rappeler la politique qu'a pu mener la France pendant un temps. Également, ce que nous pouvons souligner ici, c'est que c'est la logique d'alliance qui change et qui est remise en question. La Turquie intègre l'OTAN en 1952. Un choix qui n'est pas tant le reflet de convictions occidentales profondes que la peur de revendication de l'URSS sur certains de ses territoires ou de ses détroits. Cette demande d'intégration est accueillie avec enthousiasme par les USA du fait de la position géostratégique du pays, mais entraîne une certaine réticence de la part des pays européens. Avec la chute de l'URSS, le rôle de la Turquie a changé et sa place stratégique au sein de l'Alliance également. Désormais, si le pays occupe une place centrale dans l'OTAN, la Turquie l'a bien compris et en profite, parfois même règle ses comptes, fort d'une idéologie nouvelle qui change profondément sa politique étrangère. En février 2020, à l'occasion du 68e anniversaire de l'OTAN, le secrétaire général Jens Stoltenberg encensait la Turquie pour son soutien précieux et constant à l'Alliance, allant jusqu'à qualifier le pays d'un membre essentiel de la famille transatlantique. Indéniablement, le pays s'est montré être un allié de poids pour l'Alliance, et son investissement, tant humain que financier dans les missions, ne passe pas inaperçu. Toutefois, le soutien de la Turquie n'est pas à toute épreuve, et le pays sait entretenir des épisodes chrysogènes qui ne passent pas inaperçus également. Il a été reproché à Ankara, à plusieurs reprises, de jouer d'une ambiguïté sur le fond, par exemple en étant allié puis ennemi du régime baathiste, ou encore sur la forme, avec sa proximité avec Moscou, le soutien direct ou indirect à Al-Qaïda ou Daesh, le bombardement des villes kurdes, ou son unilatéralisme militaire. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que la Turquie, sans pour autant remettre en cause son adhésion à l'Alliance, entend développer aussi certains partenariats vers l'Est, fidèles à la vision d'Ahmet Davutoglu, ancien ministre des Affaires étrangères. Avec cette stratégie, elle passe alors de pivot géostratégique à acteur géostratégique. Ce qu'il faut également garder en tête lorsque l'on regarde les crises que connaît l'OTAN concernant Ankara, c'est que la Turquie connaît sa place et ce qu'elle représente au sein de l'Alliance. D'une part, le pays est la deuxième armée de l'organisation, ce qui est non négligeable, et c'est également l'un des seuls pays qui respecte la règle des 2% du PIB dans le militaire comme convenu dans le traité. De même, et malgré la chute du bloc soviétique, la Turquie assure une forme de nouveau containment russe sur la mer Noire, le Caucase ou le Moyen-Orient. Elle est également devenue l'un des piliers du système antimissile de l'Alliance. Toutefois, Ankara
pense ne bénéficier que peu, voire d'aucun retour de l'OTAN. En somme, pour la Turquie, l'OTAN a besoin de la Turquie, mais la Turquie n'a pas tellement besoin de l'OTAN. Si ce constat pourrait surprendre, il trouve pourtant à s'illustrer dans les réactions des pays de l'Alliance lors des purges de grande envergure menées par le Reich après la tentative de coup d'État de juillet 2016. En effet, face à ce virage autoritaire, les pays de l'Alliance ne se sont cantonnés qu'à des condamnations de forme, sans toucher réellement au fond. Cette absence de condamnation revient à ignorer le but même de l'OTAN, qui n'est pas qu'une alliance de défense collective, mais qui contient dès son préambule la nécessité du respect des principes démocratiques. Si John Kerry s'est risqué en accusation contre les écarts de conduite d'Erdogan allant jusqu'à questionner sa place au sein de l'Alliance, ses propos se sont immédiatement vus tempérés par le porte-parole du département d'État. La Turquie occupe donc une place particulière et est consciente de cela. Mais plus encore que ses liens au sein de l'Alliance, ce sont davantage les liens qu'elle entretient avec certains pays dans l'Alliance qui sont remis en question par Ankara. Abstraction faite de l'exemple que nous venons de donner, un autre cas permet de comprendre cette importance de la Turquie au sein de l'OTAN, c'est la question kurde. En effet, si le Reich considère que la lutte contre le terrorisme passe aussi bien par la lutte contre Al-Qaïda ou Daesh, elle doit également passer selon lui par la lutte féroce contre l'YPG ou l'YPJ. Dans ce cadre, elle joue et influe au sein de l'Alliance pour placer son propre agenda. La Turquie, étant finalement au fait de sa position de force dès lors que les dossiers touchent à la région, elle use et abuse sans complexe de ses libertés d'appréciation, mais aussi de décision comme d'action, sans prendre garde à d'éventuelles sanctions puisqu'elle se sait intouchable et qu'aucun mécanisme de ce type n'existe. Pourtant, en regardant avec attention, on peut se rendre compte que la Turquie n'a pas de contentieux avec l'OTAN en tant que telle, mais plutôt avec certains de ses membres. En effet, les frictions sont toujours à l'encontre de trois pays que sont en général les USA, l'Allemagne et la France. Pour citer quelques contentieux, on peut souligner les tensions autour de Fethullah Gülen, réfugié aux USA, ou, en ce qui concerne le duo franco-allemand, l'embargo sur les armes ou encore le soutien aux Kurdes. Ces casus belli ont plusieurs impacts, à commencer par la détérioration du fonctionnement même de l'organisation, mais affectent aussi la vision portée par les élites turques sur l'OTAN et donc les décisions qui sont prises en ce sens. En effet, si Ankara a déjà la sensation d'être utile à l'OTAN sans réciprocité, à cela s'ajoutent les divergences de plus en plus radicales d'intérêts turcs et ceux de l'Alliance. En plus de ces trois protagonistes dans le viseur de la Turquie, on peut également y ajouter les tensions avec la Grèce concernant les zones maritimes et halieutiques, ou encore le conflit gelé avec Chypre. De plus en plus, la Turquie rentre en désaccord avec les pays de l'Alliance, comme nous l'avons dit avec la crise des missiles antiaériens S-400 russes, l'extradition du leader religieux Fethullah Gülen, le conflit du Haut-Karabakh, la crise libyenne, la crise syrienne, ou encore le sort des Kurdes. Toutes ces fractures sont aussi le reflet d'une vision évoluée de la politique étrangère turque qui mise désormais sur l'Eurasie plus que sur l'occidentalisation du monde. En effet, et si nous reparlons de la crise des missiles russes, c'est aussi parce que cette décision illustre une réalité qui effraie, celle d'une rupture envisagée avec l'Alliance et plus généralement avec le camp occidental. L'achat de ces missiles antiaériens russes par la Turquie est une crise qui mérite un petit peu d'attention tant sa symbolique est explicative d'un revirement de la politique étrangère turque. En effet, en achetant cet armement à la Russie, la Turquie devient le premier pays de l'Alliance et le second à l'échelle internationale à s'équiper de ce dispositif. Cette démarche va donc en contradiction directe avec le principe de Standardization Agreement de l'OTAN, c'est-à-dire les accords de normalisation STANAG ratifiés par chaque pays de l'Alliance. De même, la livraison de matériel s'effectue en juillet 2019, soit 3 ans après la tentative de coup d'État de 2016, et autre date symbolique, la livraison se fait 72 ans jour pour jour après la signature du premier accord d'aide militaire et économique liant les États-Unis à la Turquie. Ces missiles signent finalement le tournant eurasiatique de la Turquie qui semble délaisser l'atlantisme majoritaire jusqu'alors. En effet, comment faire plus eurasiatique que le système S-400 utilisé par la Russie depuis 15 ans, la Chine depuis 4 ans, l'Inde depuis 2 ans et bientôt ou a priori utilisé par la République islamique d'Iran. En comparaison, le missile Patriot apparaît lui comme le marqueur atlantiste par excellence. On voit ici s'opérer un revirement de la politique étrangère turque qui tente à regarder davantage vers l'Est. Toutefois, cette technique n'est pas nouvelle. Dès la fin de l'Empire ottoman, diverses idéologies apparaissent comme le Lookist Policy, comme le panturquisme ou encore le pantouranisme. Ces deux visions offrent une particularité culturelle puisqu'elles s'offrent à voir comme asiato-centrées à un eurasisme turc en somme. Cette vision n'est pas nouvelle en soi puisqu'on trouve déjà ce néo-eurasisme en Russie avec Alexandre Panarin ou Alexandre Douguine qui promeuvent tous deux un lien entre l'Europe et l'Asie qui ne serait pas occidental ou parfois anti-occidental. Ici, et pour reprendre notre propos sur la Turquie, on voit que la multiplication des conflits entre l'OTAN et la Turquie,
ainsi que les divergences d'intérêts, offrent un terreau idéal à la prolifération de ces idéologies qui actuellement sont visibles dans la quasi-totalité des groupes politiques turcs. Soulignons toutefois que si, effectivement, ils se trouvent dans tout l'échiquier turc, ils connaissent des variations, et il est évidemment turco-centré pour les nationalistes, centré sur le monde arabo-musulman pour les conservateurs, ou simplement asiato-centré pour les kémalistes. Davutoglu prône lui une vision plus subtile d'un eurasisme à l'occidental, c'est-à-dire une vision consciente de la nécessité d'un regard vers l'Est, compte tenu du basculement des puissances que nous connaissons actuellement, tout en conservant des attaches avec le bloc occidental. Toutefois, pour ce dernier, impossible de placer sur un pied d'égalité Orient et Occident. Plutôt néo-ottomaniste, Davutoglu prône la primauté de l'Orient, qui offre un terreau plus favorable aux idées néo-ottomanes. Le changement d'équilibre de puissance oblige donc la Turquie à jouer un jeu d'équilibriste pour tirer son épingle du jeu. Toutefois, une vision manichéenne d'un choix entre l'Occident et l'Orient n'est pas une vérité absolue, et c'est une évolution de la politique internationale qui entre en jeu, avec un changement de conception du rôle même des alliances. En effet, l'autre clé de lecture qui permet de comprendre le jeu de la Turquie se trouve dans l'analyse de Bertrand Badi concernant les alliances. Pour le chercheur, la raison est légèrement différente pour expliquer le problème actuel entre la Turquie et l'OTAN. Selon lui, l'Occident a un train de retard. En effet, le terme d'alliance renvoie à une socialisation du temps de la guerre froide et de la bipolarité. Le modèle d'alliance permet à cette époque de se structurer de façon durable de part et d'autre du célèbre rideau de fer. L'alliance apparaît dans ce système comme pérenne et organisée. Sauf qu'un bref regard sur l'histoire, au sens long du terme, montre que le principe d'alliance ne va pas de soi. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le système d'alliance n'avait rien de durable. En substance, à l'époque, les alliances sont de circonstance. Elles voient s'allier entre des puissances qui ont un intérêt à combattre ensemble un autre pays afin d'en tirer des bénéfices. Ainsi, deux pays peuvent être alliés un jour et adversaires le lendemain. Qu'il s'agisse du pacte Molotov-Ribbentrop, germano-soviétique d'août 1939, ou encore l'alliance impie entre le sultan ottoman Soliman le Magnifique et le roi de France François Ier, les alliances sont circonstanciées et n'ont rien à voir avec de quelconques valeurs communes. C'est donc à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale que les mentalités des alliances changent. Avec l'arrivée de la bipolarité du monde, les alliances deviennent pérennes et se concrétisent dans la création de l'OTAN en 1949, puis ensuite du pacte de Varsovie en 1955. La chute de l'URSS aurait dû, en toute logique, emporter l'OTAN avec elle. Toutefois, ce n'est pas le cas, on sort de la logique d'équilibre des puissances afin de rendre l'alliance durable. Mitterrand dira à ce propos au président George H. Bush « Vous êtes en train de nous servir une nouvelle Sainte Alliance ». C'est à ce moment que le pragmatisme et l'utilitaire laissent place aux soi-disant valeurs jugées supérieures et partagées par tous les États membres de l'Alliance. Sauf que cette logique ne tient pas pour plusieurs raisons. La raison la plus évidente étant que ces valeurs ne sont pas partagées par tous, ne font pas consensus et font encore énormément débat. Un bref regard sur la Turquie, la Pologne ou la Hongrie permet d'illustrer ce fait. Dans cette nouvelle logique, l'OTAN se trouve face à une nécessité cruciale pour que les membres restent unis, avoir un ennemi commun. Ce fut dans un premier temps l'URSS, puis à sa chute la Chine qui elle n'a pas souhaité rentrer dans ce jeu, puis à nouveau la Russie avec les conflits en Géorgie, en Crimée et désormais en Ukraine. Sauf que cette logique d'ennemi commun de l'Alliance se heurte une nouvelle fois aux intérêts turcs qui mènent leur lookist policy. Cette nouvelle divergence de point de vue vient accentuer les tensions entre la Turquie et l'OTAN, d'autant plus fortement que cette nouvelle politique étrangère fait primer les intérêts nationaux par rapport aux intérêts de l'Alliance. On peut ici parler en somme d'une forme de gaullisme tardif. Alors que les choix de la Turquie ne font que surprendre les Européens et tendent à accentuer les tensions déjà existantes, notamment avec la France, cette dernière tente à oublier qu'en 1958, le général de Gaulle adressait au chef d'État anglo-saxon un mémorandum au ton clair et affirmatif. Dans ce dernier, il y expliquait sa vision des choses et reprochait alors à l'Alliance d'être sous les ordres du gouvernement de Washington et de fait que l'OTAN ne pouvait satisfaire aux conditions de sa sécurité. Ce dont il s'agit pour nous, c'est de nous tenir en dehors de toute inféodation, c'est-à-dire au plus tard en 1969, cessera pour ce qui nous concerne la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin entre les mains étrangères. Ce message, resté dans les têtes de tout le monde, trouve finalement son pendant en 2018, lorsque le Reich lance un avertissement aux USA quant à son unilatéralisme et son irrespect, poussant de fait la Turquie à se tourner vers d'autres amis et alliés, allant jusqu'à envisager la possibilité de reconsidérer sa place dans l'OTAN.
Si ces deux décisions sont très largement séparées dans le temps, il n'en demeure pas moins que les positions adoptées sont similaires et que la posture stratégique entre le général et Erdogan sont très semblables. Ici, dans les deux cas, et dans la limite du raisonnable quant à la comparaison, les deux chefs d'État donnent la primauté à une indépendance nationale rentrant en confrontation avec les interdépendances créées par l'Alliance. La Turquie, comme la France de Gaulle, accepte bien volontiers d'être des alliés de l'OTAN, mais se refuse à devenir des vassaux, souhaitant conserver pour eux leur liberté d'appréciation, de décision comme d'action. On peut pousser la comparaison plus loin encore. Comme la France avant elle, la Turquie opte pour le triptyque bien connu de détente, d'entente ou de coopération, et multiplie de fait les partenariats, ici avec la Russie, la Chine ou encore l'Iran. Les velléités de la Turquie concernant l'arme nucléaire ne sont encore une fois pas sans rappeler la période gaullienne. Dans cette optique-là, on voit que la Turquie est davantage mue par ses intérêts nationaux de défense que par son rôle au sein de l'Alliance, laissant planer l'éventualité d'une séparation entre les deux. L'OTAN apparaissant comme incapable de répondre aux conditions de sa sécurité, mais toutefois cette comparaison se heurte également à une limite, puisque la France n'en est jamais arrivée à une telle extrémité. En effet, si la recherche d'une autonomie tant politique que militaire était une priorité pour le général de Gaulle, jamais la France n'a envisagé de déserter l'OTAN, et ce, même après 1966. La France, malgré le fait d'avoir quitté le commandement intégré de l'Alliance, n'a jamais cessé d'être membre de l'Alliance en tant que telle, et va même renforcer sa coopération par le biais de divers accords. Le discours turc, quant à lui, apparaît beaucoup plus froid et tranché. La coopération semble avoir ses limites, et la Turquie n'hésite pas à paralyser l'OTAN comme nous avons pu le voir avec l'entrée dans l'Alliance de la Finlande ou de la Norvège. Si de prime abord, au vu du bref état des lieux que nous venons de dresser de la situation, l'OTAN pourrait apparaître comme inutile, pour ne pas dire anacrotique, tout n'est pas si simple et la possibilité de voir une alliance eurasiatique naître est tout aussi nuançable. En effet, de prime abord, nous sommes tentés de voir se constituer un camp anti-occidental, ou à défaut, un camp a-occidental en opposition à l'OTAN, dans laquelle se retrouveraient finalement les nouveaux alliés de la Turquie. En 2012, la Turquie devient partenaire de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Il s'agit ici d'une organisation qui entend créer une coopération tant stratégique que politique, partageant des standards de politique communs entre les États membres. L'OCS donne aussi sous certains aspects corps à la pensée eurasiatique. L'Alliance organise alors de grands exercices militaires communs qui peuvent donner l'impression d'une OTAN orientale. Toutefois, ce n'est pas le cas. Il faut souligner ici que l'OCS n'est pas une alliance militaire et par extension, les garanties sécuritaires qu'elle offre sont nettement inférieures à celles proposées par l'OTAN. De même, et c'est important de le souligner, les relations qui unissent les nouveaux alliés, turcs, russes, chinois ou iraniens, ne sont pas au beau fixe. Les alliances dont nous parlons, et comme nous l'avons précédemment expliqué, ne sont que circonstancielles. Tant et si bien que si la Turquie représente pour la Chine un important terminal pour ces nouvelles routes de la soie, les deux pays demeurent à couteau tiré dès lors que l'on regarde la situation des Ouïghours en Chine, qualifiée par Ankara de génocide. Du côté russe, le tableau n'est pas meilleur puisque les deux pays s'opposent sur presque tous les sujets, Libye, Syrie, au Karabakh, etc. Si les deux pays s'entendent de façon conjoncturelle sur des points précis, dans un cadre purement pragmatique, les intérêts des deux pays se chevauchent assez pour qu'un approfondissement de l'alliance soit impossible ou à défaut très peu probable. Enfin, du côté iranien, les relations sont également tendues sur plusieurs sujets, et cela s'explique aussi par la lutte pour le leadership de la région que les deux pays entendent occuper. En somme, si une alliance plus approfondie entre ces pays semble peu probable, les impacts sur l'Occident sont plus que probables. La Turquie en paie déjà le prix, épinglée comme le mauvais élève de l'alliance, accentuant tant et plus les tensions déjà existantes. Qu'il s'agisse de l'opération Source de paix en Syrie contre la bande d'Idlib, ou l'achat de matériel russe, les membres de l'Alliance s'insurgent contre les débordements de la Turquie. L'ouverture vers l'Est, menée par Ankara, commence à lui coûter cher et cette posture, souvent qualifiée d'ambiguë, affecte tant sa crédibilité que la confiance que lui portent ses alliés au sein de l'OTAN. Le problème ici est que si la Turquie se met à dos ses alliés occidentaux, elle n'est pas pour autant assurée d'un rapprochement réel avec ses nouveaux alliés. Enfin, nous pouvons souligner toutefois que si la Turquie ne manque pas de pester contre l'OTAN, le cas inverse existe et certains des membres de l'OTAN ne manquent pas de pester contre la Turquie. Les membres de l'Alliance s'exaspèrent du comportement turc, rendant la place d'Ankara de plus en plus incertaine dans l'Alliance. À ce stade, on peut se demander si ce n'est pas la Turquie qui risque de quitter l'OTAN, mais plutôt l'OTAN qui risque de se défaire de la Turquie, au risque de la jeter dans les bras de la Chine ou de la Russie.